Après le sud, l'armée française s'attaque au nord du Mali. Les chasseurs visent désormais les régions de Gao et Tombouctou, bastion des islamistes. Une soixantaine de djihadistes ont été tués depuis une guerre dans les airs mais aussi au sol. 550 soldats français ont été dépêchés sur le terrain pour sécuriser le sud et notamment Bamako. Reportage à Sévaré près de la ligne de front avec nos envoyés spéciaux. C'était il y a 2 ans jour pour jour, le président Ben Ali fuyait la Tunisie. Depuis, le pays tente de tourner la page de la révolution. Mais les symptômes de la crise sont toujours là. Après une semaine d'affrontements, l'armée a été déployée hier à Ben Guerdane dans le sud. La pauvreté et le chômage sont responsables de la nouvelle flambée de violence. Et puis les opposants au mariage pour tous se mobilisent. Les organisateurs annoncent plus de 800 000 manifestants dans les rues de Paris hier. Grande manifestation dans l'espoir de contraindre le gouvernement à revoir sa copie. Les contestataires réclament l'interruption du projet parlementaire. François Hollande prend acte de la mobilisation mais fait savoir qu'il ne reviendra pas sur ses pas. 9h30 à Paris, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est donc reparti pour une dernière demi-heure d'infos en direct. Cette réunion, tout d'abord convoquée en urgence à New York. Le Conseil de sécurité se réunira dans la journée à la demande de la France. Il sera évidemment question de la situation au Mali. Paris poursuit son offensive. Les avions de chasse français sont de nouveau entrés en action ces dernières heures, visant cette fois le nord du pays, bastion des islamistes. Ont notamment été ciblés les villes de Kidal et Gao. Écoutez justement le témoignage d'un habitant de Gao joint par nos confrères de RFI. Il y avait des détonations tout autour de la ville. Ils ont bombardé le camp militaire où ils étaient. Ils ont bombardé le jardin Ijawa où ils étaient nombreux d'ailleurs. Apparemment, ils ont détruit leur dépôt d'armes. Ça a paniqué la population, tout le monde était rentré. Mais la ville est en train de reprendre un peu maintenant. Les Moujaou, on ne les voit pas du tout. La population est très très à l'aise aujourd'hui. Il y en a qui crient à tous les niveaux vive la France, vive Hollande, tout ça. La population est très très contente aujourd'hui. Voilà, Gao, on l'a appris ce matin, plus de 60 djihadistes ont été tués depuis ces frappes. C'est ce qu'indiquent en tout cas ce matin les habitants de la région, tout comme les forces sécuritaires. Des témoignages d'autant plus précieux que les images de cette guerre sont rares. Les journalistes sont interdits sur la zone de conflit. Nos envoyés spéciaux se trouvent à Sévaré, la dernière ville avant le front. Voyez tout de suite ce reportage signé Mathieu Mabin et Julien Sauvaget. Au-delà de cette barrière, le Mali est en guerre pour sa survie. Sévaré. Aux mains de l'armée nationale, la ville a échappé de peu à l'offensive des islamistes. Encore quelques kilomètres jusqu'à la ligne de front et ce dernier checkpoint. Ici, pas de caméra. C'est une guerre sans témoin. Seule l'armée est autorisée à monter vers le nord. Là-bas, les hélicoptères français et maliens pilonnent sans relâche les groupes djihadistes. À l'arrière, la population a échappé à l'invasion islamiste, mais pas à la peur. L'AQMI, le Moudjao, en sardine et consomme. Mais c'est le nom qui diffère, mais toujours ils ont les mêmes objectifs. Même des MNLA, c'est le même objectif. C'est que moi j'ai entendu dire. Parmi eux, un Français, expatrié depuis 20 ans. Avec sa femme malienne et ses enfants, il a fui les combats. Il me semble que l'intervention de l'armée française a sauvé le Mali, quoi. C'est-à-dire que les groupements islamistes étaient à 20 km de Sévaré. L'armée malienne, tout le monde l'a su, était complètement submergée, quoi. Il me semble que l'objectif actuel des islamistes n'était pas de descendre ni sur Ségou ni sur Bamako. Leur objectif était de prendre l'aéroport de Sévaré, rendant toute intervention de la CEDEAO impossible. Ici, dans la région de Mopti, nous n'avons pas trouvé un seul Malien qui soit hostile à l'intervention française. Au cours des prochains jours, c'est par cette piste que passeront les soldats de François Hollande, comme on les appelle désormais ici. Pour l'heure, l'armée française est cantonnée au sud, à Bamako. Et ses camions d'aide humanitaire attendront la fin des opérations aériennes pour emboîter le pas des militaires. Kopa, ce père de famille originaire de Gao, avait dû fuir les islamistes et sa ville natale en mars dernier.
Ses amis restés là-bas lui annoncent qu'il pourra bientôt rentrer. Le calme est revenu à Gao. Ils ont bombardé 3 ou 4 de leurs sites. Uh-huh. Ils ont bombardé la douane qui est présentement à terre. Ils ont bombardé aussi l'aéroport. L'aéroport. Après plus de 10 mois d'occupation, il n'aura fallu que 4 jours à l'aviation française pour chasser les islamistes d'une des principales villes du Nord Mali. Des militaires français soutenus logistiquement par les Américains et les Britanniques. Ils seront par ailleurs bientôt rejoints par des contingents africains. Le chef de l'État nigérian et le président de la CEDEAO ont confirmé ce week-end qu'ils engageraient des soldats pour participer à l'opération. Les renforts sont attendus à Bamako dans les heures qui viennent. Les explications de notre correspondant Serge Daniel. Les premières troupes africaines sont attendues ce lundi ici à Bamako. Vous l'avez dit, le Nigeria sera présent. Le Nigeria est un pays qui a promis d'envoyer 600 hommes ici, mais également du matériel militaire. Le Nigeria, mais vous avez également le Burkina Faso, vous avez le Mali, également le Togo. Au total, au moins 2000 soldats africains sont attendus. Ils devraient commencer à arriver ce lundi, je l'ai dit. Et il y a une réunion des chefs d'État militaires ouest-africains qui est rapidement prévue ici. Et selon ce qui se dessine, c'est que les troupes africaines, certaines seront basées dans le sud pour sécuriser les institutions de la République, pour sécuriser les populations, les ressortissants étrangers, mais également des troupes vont aller dans le nord pour participer à la reconquête des zones sous contrôle des islamistes. Et à Paris, François Hollande est informé heure par heure des évolutions sur le terrain. Sachez qu'il tiendra à 10h, heure française, une réunion ministérielle à l'Elysée. Il sera notamment question de la menace qui pèse actuellement sur la France. Le Moudjahou a menacé ce matin de frapper la France en plein cœur. Le plan Vigipirate est passé ce week-end, je vous le rappelle, au niveau rouge renforcé. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur cette opération en cours au Mali. Les militaires français sont également engagés ce week-end sur un autre front, la Somalie. Samedi dernier, les commandos français y ont mené un raid infructueux pour tenter de libérer Denis Alex. Les autorités françaises annonçaient jusque-là la mort certaine de l'otage. Ces geôliers déclarent ce matin qu'il est toujours en vie, qu'ils décideront de son sort d'ici à ce soir. Ces derniers préviennent qu'ils montreront par ailleurs les corps des 2 soldats français tués. L'un d'eux est décédé selon les hommes d'Al-Shabaab des suites de ses blessures. On en vient à ce deuxième anniversaire pour la Tunisie. Le 14 janvier 2011, le président Ben Ali fuyait le pays et le laissait aux mains des révolutionnaires. 2 ans plus tard, un nouveau leader donnera tout à l'heure le coup d'envoi des cérémonies. Monsef Marzouki, il hissera le drapeau tunisien place de la Casbah à Tunis. Des festivités qui auront lieu dans un climat de grande tension. Après une semaine d'affrontements, l'armée a effectivement été déployée hier à Ben Guerdan, dans le sud du pays. Depuis plusieurs mois, effectivement, la Tunisie voit les conflits sociaux se multiplier. 2 ans après la révolution, les symptômes de la crise sont toujours là. Pire, le chômage s'est même aggravé avec un taux de 20% au niveau national. Des chiffres qui, dans certaines régions, peuvent atteindre des sommets. 40, voire 50% de la population active y est sans travail. Voyez tout de suite ce reportage signé de notre correspondant David Thompson. Ils sont venus de toute la Tunisie pour demander du travail. L'Union des diplômés chômeurs a choisi un lieu symbolique, le centre de Tunis, où des milliers de manifestants étaient rassemblés le 14 janvier 2011, jour de la fuite de Ben Ali. Car aujourd'hui, le chômage a explosé. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement que nous avons élu. Et pour le moment, il s'intéresse à tout, sauf à l'emploi. Lotfi est venu du Grand Sud tunisien, région au taux de chômage record, 51% de la population. 1 an après les élections, le gouvernement dominé par les islamistes n'est pas parvenu à relancer l'économie. Régulièrement, les régions enclavées de l'intérieur s'embrasent, comme Siliana en novembre dernier. 5 jours d'émeutes pour demander du travail et plus de 300 personnes blessées par des tirs de chevrotine de la police.
6 semaines plus tard, à l'appel d'une association, des députés sont venus à la rencontre des habitants, expliquer notamment pourquoi la rédaction de la Constitution est en retard. Mais les députés sont immédiatement interpellés sur le chômage et sur le cas des manifestants éborgnés par la police. Au bout de quelques minutes, ils doivent mettre un terme au débat. La question de la pauvreté et du chômage, on ne peut pas la résoudre à court ou à moyen terme. Il nous faut d'abord retrouver une stabilité sociale et sécuritaire pour encourager l'investissement. En Tunisie, personne ne connaît encore la date des prochaines élections. Et pour beaucoup, l'instabilité économique et sécuritaire sape toute envie de fêter l'anniversaire de la révolution. Ils étaient, selon les organisateurs, plus de 800 000, 340 000 d'après la police. Malgré cette traditionnelle guerre des chiffres, les opposants au mariage gay se sont mobilisés en nombre hier dans les rues de Paris, la capitale française. Grande mobilisation dans l'espoir de contraindre le gouvernement à revoir sa copie. Les contestataires réclament, je vous le rappelle, l'interruption du projet parlementaire. Je vous propose d'écouter la réaction ce matin du président de l'Alliance pour les droits de la vie. Il était chez nos confrères de France Inter. Écoutez-le. Le mariage en France, c'est la filiation à l'adoption. Le mariage entre un homme et une femme qui reconnaît effectivement institutionnellement la famille, la filiation, l'adoption. Et donc c'est un package, c'est un tout. Et même si actuellement le gouvernement tente de nous vendre par appartement ce projet en reportant à plus tard la question évoquée de la procréation artificielle, entre guillemets, pour 2 hommes ou pour 2 femmes, eh bien il s'agit effectivement d'un tout et c'est sur ce tout que nous avons manifesté. Voilà, quant au gouvernement, notez qu'il a réagi hier. François Hollande a pris acte de la mobilisation, mais fait savoir qu'elle n'entamerait pas sa détermination à faire voter la loi. Le gouvernement est totalement déterminé à mettre en œuvre le mariage homosexuel, un progrès qualifié d'historique ce matin par la ministre du Droit des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Il y avait foule également hier soir à Los Angeles pour la traditionnelle remise des Golden Globes. Vous le savez, cette récompense est censée donner la tendance avant la remise des Oscars. Alors quels sont donc les films qui ont séduit cette année? On voit ça tout de suite avec notre correspondante Valérie Defer. Eh bien, la presse américaine pensait que Lincoln, le dernier Spielberg, sortirait grand gagnant des Golden Globes, mais en fait c'est Argo qui a créé la surprise. Le film sur la prise d'otages à Téhéran a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique et Ben Affleck est consacré meilleur réalisateur. C'est le 3e film qu'il dirige de sa carrière. Alors évidemment, Daniel Day-Lewis a tout de même remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation du président américain dans Lincoln. Autre récompense à remarquer, celle de Quentin Tarantino qui obtient le Golden Globe de meilleur scénario pour son film sur l'esclavage Django Unchained. À noter aussi Les Misérables qui obtiennent le Golden Globe de la meilleure comédie musicale. Voilà, déception en revanche pour les Français, Intouchables et De Rouille et d'Os qui sont donc repartis bredouille. Voilà ce qu'il fallait retenir ce matin de l'actualité internationale. Et c'est l'heure à présent du journal de la culture. Notre chroniqueur